Donc, comme on avait vu dans les diapositives avant, la vitesse de la réaction enzymatique est influencée par la concentration en substrat. On l'a déjà vu parce qu'on a tracé V en fonction de S et V augmente. Plus la concentration en S augmente, plus la vitesse augmente jusqu'à arriver à la vitesse maximale. On avait vu aussi l'influence de la concentration en enzyme. On a tracé V en fonction de la concentration en enzyme et on a obtenu une droite. Donc, la vitesse est proportionnelle à la concentration en enzyme. Plus la concentration en enzyme augmente, plus la vitesse augmente. On avait vu aussi l'influence du pH, l'influence de la température. Dernier point, effet des effecteurs. Qu'est-ce que le rôle des effecteurs dans le catabolisme ou dans, on va voir, qu'est-ce qu'un effecteur? Vous l'aviez déjà vu, définition des effecteurs dans le cours de métabolisme. Il s'agit soit des activateurs, soit des inhibiteurs. Donc, c'est ces effecteurs qui régulent, qui font la régulation du métabolisme, du anabolisme ou de catabolisme. Par quoi? Toutes ces notions-là, ça a été déjà illustré dans le cours de métabolisme par des enzymes, on va voir, des enzymes de régulation, des enzymes qui catalysent des réactions irréversibles. On va voir quelles sont ces enzymes. Vous avez déjà vu beaucoup d'enzymes de régulation comme la PFK1, la phosphofructokinase 1, le glycokinase ou l'exokinase, la pyruvate kinase, tous ces trois enzymes de régulation de la glycolyse, par exemple, ils possèdent à la fois des activateurs et des inhibiteurs. Et grâce à ces effecteurs, à ces activateurs inhibiteurs, on a régulation du métabolisme cellulaire. Biochimiquement, ces effecteurs permettent de mieux comprendre le mode d'action des enzymes. Et là, dans cette partie de cours, on étudiera les différents types d'inhibiteurs et les différents types d'activateurs. De même, on étudiera un type d'effecteurs, sont des effecteurs allostériques. Qu'est-ce que c'est les effecteurs allostériques? Ce sont des effecteurs qui font la catalyse, mais pas de type michaélien, mais de type allostérique. Et là, on va voir deux types d'inhibiteurs, des inhibiteurs qui agissent d'une manière réversible et des inhibiteurs qui agissent d'une manière irréversible. On tiendra surtout compte, on n'aura pas le temps de détailler les inhibiteurs irréversibles, mais je vous donnerai quelques exemples uniquement, mais on insistera sur les types de réversibles qui sont soit compétitifs, soit les inhibiteurs sont compétitifs, soit ils sont non compétitifs ou incompétitifs. Et on passe aux inhibiteurs. Donc, premier exemple, premier type d'inhibiteur, inhibiteur inhibe la réaction enzymatique. Par exemple, la cellule dégrade le glucose en pyruvate pour avoir quel est le but de cette glycolyse malgré que c'est fournit peu d'énergie, ce pyruvate se transforme en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA qui rejoint le cycle de Krebs et le but c'est d'avoir de l'énergie. Si la cellule n'a plus besoin d'énergie, il faut qu'on inhibe la glycolyse par des inhibiteurs, par exemple des inhibiteurs de la PFK1 parce que c'est l'enzyme clé de la glycolyse, c'est elle qui est aussi comme les autres enzymes allostériques possèdent des activateurs et des inhibiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire inhibiteur réversible? Dans les inhibiteurs réversibles, on a deux types. Les inhibiteurs qui inhibent d'une manière compétitive et les inhibiteurs qui inhibent d'une manière incompétitive. Alors, qu'est-ce qu'un inhibiteur compétitif? Il exercé par un composé dont la structure, ça c'est la première propriété d'un inhibiteur compétitif. Quand il s'agit d'un inhibiteur compétitif, ça veut dire cet inhibiteur, c'est un composé dont la structure ressemble à celle du substrat. Donc, on dit il y a ressemblance
entre le substrat et cet inhibiteur. Il y a ressemblance de structure. Et là, en français, on dit il y a une analogie, ça c'est un terme qu'on utilise pour les inhibiteurs compétitifs, il y a une analogie de structure, il y a une ressemblance de structure. Comment je peux vous expliquer cette inhibition compétitive? L'enzyme doit fixer son substrat, E plus S qui donnera ES et elle donnera enzyme plus libre à la fin et produit. Qu'est-ce qu'elle doit aussi fixer? Si l'inhibiteur est de nature compétitive, elle doit fixer l'inhibiteur. Donc, pourquoi on appelle inhibition compétitive? Il y a compétition entre les substrats et inhibiteurs. Deux joueurs qui rentrent en compétition pour une course, pour arriver en premier dans une course. Ici, le substrat et l'inhibiteur rentrent en compétition pour se fixer sur l'enzyme. Donc, l'enzyme doit fixer à la fois le substrat pour former ES et avoir le produit, et en même temps, elle doit fixer l'inhibiteur pour inhiber l'activité de l'enzyme. E plus I, K1, EI, mais EI. Si ES se transforme en produit pour donner l'enzyme intacte et le produit, on dit le complexe EI est inactif. Qu'est-ce que ça veut dire inactif? Ça veut dire il n'aboutit pas à la formation du produit et c'est comme ça qu'on a inhibition de l'activité enzymatique. On calculera K1, concentration de E fois I sur EI et la concentration en EI, E multiplié par I sur KI. Et on arrive à V. Après tous ces calculs-là, ce que je vous demande de retenir là, je vous ai présenté V en fonction de S et 1 sur V sont des calculs de mathématiques, pas plus que ça. Et on est arrivé à 1 sur V en fonction de 1 sur S. V est égal V max fois S, Km plus 1 concentration en inhibiteur sur Ki qui est la constante d'association de E à l'enzyme. L'enzyme à l'inhibiteur plus concentration en S. Et de même, je vous ai présenté 1 sur V en fonction de 1 sur S. Et on a tracé en même temps V en fonction de S et 1 sur V en fonction, ça c'est les deux représentations qu'on a déjà vues. V en fonction de S, c'est ce qu'on appelle présentation michaélienne. 1 sur V en fonction de 1 sur S, c'est ce qu'on appelle présentation de Luinever-Eberg, présentation des inverses. Pourquoi on les appelle des 1 sur V en fonction de 1 sur S? On vous demande dans certains exercices présenter la courbe des inverses, ça veut dire c'est l'inverse. V, l'inverse c'est 1 sur V et S, l'inverse c'est 1 sur S. Donc quand on dit courbe des inverses, ça veut dire 1 sur V en fonction de 1 sur S. Et là, dans ces trois courbes, qu'est-ce qu'on a présenté? La courbe rouge, c'est V en fonction de S, que ce soit pour 1 sur S ou 1 sur V en fonction de S ou 1 sur V en fonction de S. La courbe rouge, c'est sans inhibiteur. La courbe bleue, c'est avec une concentration en inhibiteur 1 et une deuxième concentration en inhibiteur, c'est la courbe verte. Alors, de la courbe rouge sans inhibiteur, la courbe bleue, on a une concentration I, I1 et I2 pour la courbe V et I1 supérieure, la concentration en inhibiteur est plus importante dans la courbe verte que dans la courbe bleue. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a tracé donc le même allure, que ce soit pour V et S ou 1 sur V sur 1, le même allure dans les trois courbes. Et comme on avait dit que la courbe des inverses de Luinever-Eberg était plus précise, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le 1 sur V max ne change pas. Et là, c'est représenté, c'est le point commun entre les trois courbes sur l'axe des Y, 1 sur V max. 1 sur V max ne change pas, c'est le même point, donc V max ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer pour moins 1 sur Km? Moins 1 sur Km diminue, ça veut dire, regardez, moins 1 sur Km,
entre la verte et la bleue et la rouge. Donc, et on peut le voir aussi dans KM en rouge, KM dans la présentation V en fonction de S, KM sans inhibiteur, avec KM inhibiteur et KM avec une concentration supérieure en inhibiteur. La courbe verte, la concentration en inhibiteur la plus élevée possède le KM le plus élevé. Donc, on peut le voir dans le V en fonction de S, KM augmente. Donc, et on avait déjà dit que la Km par rapport à l'affinité, plus le Km augmente, plus l'affinité diminue. Dès que ce qu'on peut retenir de cet inhibiteur compétitif, il y a compétition entre l'inhibiteur compétitif et le substrat. Pourquoi cette compétition? Ce composé rentre en compétition parce qu'il y a une analogie de structure entre le substrat et l'inhibiteur. Et quelle est l'influence de cet inhibiteur? Cet inhibiteur, il ne forme pas de produit, d'accord? Mais ce qu'on peut déduire sur les paramètres cinétiques, Vmax ne change pas et le Km change. Le Km augmente, l'affinité diminue. Quand la concentration en S augmente, l'effet d'inhibiteur disparaît. L'inhibiteur compétitif, on dit, est levé par, soulignez bien, levé par un excès de substrat. Vmax n'est pas modifié. Ça, c'est les caractéristiques, ça, c'est ce qu'il faut retenir dans le cas d'un inhibiteur compétitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? S augmente, l'effet disparaît. Il y a une analogie, une ressemblance entre la structure du substrat et l'inhibiteur. Si vous augmentez la concentration de substrat, comme si on explique ça d'une manière simple, comme si l'enzyme ne voit plus l'inhibiteur, elle le considère comme un substrat parce qu'il y a une analogie de structure entre substrat et inhibiteur. Donc, on dit quand la concentration en substrat augmente, l'effet d'inhibiteur disparaît. Donc, si on veut lever, ça veut dire arrêter l'inhibition, éliminer l'effet de l'inhibiteur, ça veut dire lever l'inhibition, on dit qu'il faut un excès de substrat pour que l'inhibition soit levée. Le Vmax n'est pas modifié. Un exemple très clair de cet inhibiteur de nature compétitive, c'est ce que vous avez vu dans le métabolisme, dans le cycle de Krebs. Vous avez une étape du succinate au fumarate par l'enzyme qui catalyse cette réaction irréversible. Et sachez bien, dès maintenant, et vous l'aviez vu plusieurs fois en métabolisme, que toutes les réactions irréversibles sont catalysées par des enzymes, on va voir des régulations. Le succinate, pour passer du succinate au fumarate, on utilise comme enzyme la succinate déshydrogénase. Déshydrogénase, on avait déjà vu ce type d'enzymes qui appartiennent, je rappelle, aux oxydoréductases et utilisent comme coenzyme le FAD, le NAD, le NADP, ainsi de suite, et le FMN. Mais cette succinate déshydrogénase catalyse la réaction entre succinate et fumarate et utilise comme coenzyme le couple FAD-FADH2. Qu'est-ce qu'on fait dans cette réaction? On enlève les deux atomes d'hydrogène, CH2, qui devient CH. Et cet hydrogène de substrat est transféré du substrat au FAD qui devient FADHH2. C'est le couple redox. Succinate forme réduite parce qu'il contient des hydrogènes, FAD sous forme oxydée qui donnera le fumarate sous forme oxydée et le FADH2 sous forme réduite. Cette enzyme, qu'est-ce qu'elle possède? Pourquoi je vous ai donné cette réaction? Elle possède des inhibiteurs compétitifs. Il y a la succinate déshydrogénase possède des inhibiteurs
compétitifs comme le malonate et l'oxaloacétate. On a dit compétitif parce qu'il y a une ressemblance de structure entre le substrat et l'inhibiteur. On compara le succinate au malonate. Quelle est la différence entre le succinate et le malonate? C'est une différence d'un groupement CH2. Donc, l'enzyme, cette enzyme possède un inhibiteur compétitif malonate par rapport au succinate. C'est le succinate et le substrat, l'inhibiteur et le malonate, il y a une ressemblance de structure. Il n'y diffère que par la présence d'un CH2 de plus dans le succinate. Elle possède aussi, cette succinate déshydrogénase, elle possède aussi l'oxaloacétate. Pourquoi l'oxaloacétate? Parce qu'il ne diffère que par un groupement CH2 à la place de CO. Fonction cétone dans l'oxaloacétate et un groupement CH2 dans le succinate. Donc, ces deux composés ont une ressemblance de structure, une analogie de structure avec le succinate, donc sont des inhibiteurs compétitifs de la succinate déshydrogénase. On a aussi ce qu'on appelle des inhibiteurs, c'est un cas d'exemple que vous avez vu dans le méta-inhibition par le produit de la réaction. Le glycose 6-phosphate en présence d'H2O2, c'est une déphosphorylation, glycose 6-phosphatase. Le type de réaction est une déphosphorylation. C'est pourquoi la phosphatase, on avait déjà vu ça dans le début des cours, les déphosphorylases. La déphosphorylation est réalisée par des phosphatases et la phosphorylation par les phosphorylases. Glucose en plus H3PO4. Ça veut dire quand on synthétise beaucoup de glucose, quand on fait des phosphores à un certain moment, le glucose devient inhibiteur de la réaction. Et c'est ce qu'on appelle inhibition par le produit de la réaction. Il y a aussi des inhibiteurs compétitifs de la cholinestérase, les amines quaternaires. Ces amines quaternaires, on le voit dans les molécules, dans la molécule d'acétylcholine. NCH3, CH3 est lié à un groupement CH2, l'acétylcholine possède un groupement quaternaire qui est un inhibiteur compétitif. Ces amines quaternaires de type N, R1, R2, R3 et R4 sont des amines quaternaires inhibiteurs de l'acétylcholinestérase qui donnera la choline plus l'acide acétique.